Tac, c'est pas mal ça. J'ai l'air d'être le divin enfant, c'est bien. Il y a des nouveaux dans la salle, alors j'ai l'impression. Ah, je vous ai déjà vu. Ah, vous êtes démasqué, ça y est. Donc, je m'appelle Franck et tous les mois, dans ce lieu, C19, qui est un lieu qui réunit des acteurs du numérique, big data, c'est-à-dire la collecte de données, ce dont on va parler aujourd'hui notamment, réalité virtuelle, calcul de données qui vont avoir des incidences économiques, robots, vous savez, les célèbres lunettes qui permettent de voir en volume, c'est dans ces lieux comme ça que ça se fabrique. Et donc l'idée, c'était d'inviter quelqu'un qui fasse des réflexions de la prise de distance de philosophie pour parler d'objets de la vie de tous les jours. Et donc, comme je suis prof de philo, alors j'ai un petit défaut, c'est que je ne fais pas de PowerPoint, donc vous pouvez voir la totalité de ce que je vais raconter qui donne l'impression que c'est mal fait, mais un, nous allons parler d'Instagram. Deux, de la façon dont les interfaces, c'est-à-dire tous les objets connectés vont jouer avec nous et nous, on va jouer avec eux et puis ils vont nous influencer. C'est le sujet d'aujourd'hui puisque ça s'appelle identité et réseau. C'est-à-dire comment la mise en réseau avec mon téléphone va avoir tendance à capter mon attention, changer mes attitudes, changer mon interaction avec les autres, comment cette pollution, entre guillemets aussi, elle va avoir aussi des effets positifs parce qu'on est plutôt, c'est bien ça qui m'intéresse, en train de penser, vous allez découvrir un mot récent qui s'appelle, c'est mon point 5, la captologie, c'est-à-dire comment les ingénieurs passent leur temps à essayer de trouver des moyens de capter notre attention en continu pour soit créer, c'est l'économie du 21e siècle, hein, c'est la valeur marchande de ce siècle, c'est capter l'attention, ça vaut de l'argent. Ça permet qu'on vous fasse voir des choses tout le temps. J'en ai parlé avec un philosophe américain, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire découvrir des philosophes d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas lire des livres, je vais montrer des petits extraits vidéo de gens qui réfléchissent à ça, ce qui va me permettre de commenter et de vous donner soit envie de les lire, soit voir à quel point de la philosophie, ça existe aujourd'hui en réel. On va parler de Éric Sadin, que j'ai beaucoup commenté, voilà, qui parle de l'humanité augmentée. Il est tout à fait vivant et beau gosse. Il a écrit sur l'intelligence artificielle en 2018. Le petit titre tout en haut, on voit le nom, vous voyez, 2005, Sadin, l'humanité augmentée. 2018, l'intelligence artificielle. Et un jeu avec la typo du livre, l'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun, c'est un des enjeux, c'est-à-dire comment ma pratique individuelle avec mon téléphone, comment je suis content de mettre une photo de moi ou de partager quelque chose, comment cet égocentrisme a un impact, on a tous l'air d'être dans notre bulle, ça on a bien compris, mais comment est-ce qu'on peut le penser en fait, comment ça peut avoir un retour sur les autres et comment c'est analysé par plutôt des sociologues pour le moment, c'est-à-dire des gens comme Casilli et Cardon, dont j'ai parlé d'autres fois, pour lesquels je vais aussi montrer un petit extrait. Ce qui fait qu'il n'y aura pas forcément des nouvelles lectures aujourd'hui, ce sont des choses que d'autres gens ont peut-être déjà vues. Alors, ça ressemblera plus en un sens à un cours qu'à une conf. Et donc, on parlera d'Instagram, de ses interfaces, de la photographe qui me sert de fond d'écran, qui a intitulé sa série Stranger in the Light, c'est-à-dire les écrans nous servent continuellement à communiquer avec le monde entier. Ne croyez pas que vous êtes épargné. Si vous êtes grands-parents et que vous avez un petit moyen de caméra, vous voyez des petits-enfants. Tout le monde est touché par ça. Cette captologie, un peu d'Éric Sadin, et puis l'analyse par les sociologues de pratiques qui ont l'air un peu bizarres. Par exemple, celle d'échanger sur des blogs au travers d'attitudes qui sont dangereuses, l'anorexie, et le fait que les sites internet soient pas forcément toujours une incitation à des déviances, c'est-à-dire c'est pas des blogs sont créés par des gens qui sont anorexiques. On pourrait, et on a beaucoup dit que ça allait inciter les gamins à l'être. Et en fait, Antonio Casilli, il analyse que c'est pas si simple que ça. Quelquefois, c'est aussi une façon d'avoir des conseils qui ne sont pas que ceux des médecins, d'avoir un lien entre soi, un rapport plus horizontal, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, les réseaux, ils ont aussi des vertus, si je peux le dire vite comme ça. Et c'est ça qu'on va découvrir en 1 heure, ça va vite. Si vous n'avez pas
d'Instagram, je vous raconte vite fait en quoi ça consiste. C'est un appareil photo qui est connecté à votre téléphone. Alors, si vous l'avez, je fais du b.a.-ba, hein, c'est pas grave. L'interface, elle est gratuite. C'est-à-dire, vous avez une différence avec un appareil photo et la pratique de la photo avant, c'est qu'il est connecté. C'est-à-dire, vous allez pouvoir échanger ces images. Alors, je l'ai beaucoup raconté, ça va me permettre de le faire plus vite. Ça date de 2010, hein, ça commence à être vieux. On dit souvent qu'Internet, on va dire, c'est 97-2000. C'est pas très vieux, ça a quand même 22 ans déjà, hein, comme le temps passe. Vous allez sur Internet avec votre téléphone, par exemple, et puis vous téléchargez gratuitement, c'est important, en évidemment cliquant sur les conditions d'accès que vous n'avez pas lues. Et de toute façon, ce n'est pas la question. Enfin, ça va le devenir juste après. Pour avoir une idée, je prends des petits morceaux de Wikipédia, vous pouvez le retrouver facilement. En 2012, 100 millions d'utilisateurs. C'est vraiment beaucoup de monde. 2 ans plus tard, c'est-à-dire 14, 200 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas un petit truc annexe. Et je prends souvent cette comparaison-là quand vous étiez ado et que vous enregistriez à la radio sur une cassette une chanson et que vous la donniez à des copains. C'était du piratage, mais à une échelle du collège maximum. Là, vous pouvez diffuser à des millions ou à des milliers de personnes, ce qui est un enjeu de société qui dépasse votre ville, votre réputation, votre pays. C'est le deuxième réseau social du monde, puisque là, on était en 2014 à 200 millions en mars, et en novembre 2014, 300 millions. Ça va très vite, c'est quand même assez gros comme impact. Alors, ce que ça fait de particulier, c'est que ça fait des photos, et ça les recadre. Vous voyez, elles sont rectangulaires, nos photos habituellement, là, elles sont toujours carrées sur Instagram. Et puis, on y applique un filtre. C'est pour ça que ce que je raconte là, souvent, quand je le montre à des étudiants, je donne des cours en classe prépa Beaux-Arts à Évry, ils me disent bah, ça, on le sait, mais en fait, ça a un impact important sur ce que ça va donner de l'image du monde, en fait, puisque les images sont recadrées, puis avec un filtre qu'on applique dessus. Vous voyez, ils ont tous un nom. Alors, pour les plus vieux, ça les fait bien rigoler, parce qu'en fait, une petite donnée culturelle, ma femme, son année de naissance, je lui dis qu'elle a un nom de filtre Instagram, 1977, elle est contente, parce que ça suggère que c'est un peu vieux. C'est-à-dire, oui, elle est ravie. Ça suggère un truc qui est très intéressant intellectuellement, c'est que tous ceux qui ont vu de la photo argentique, c'est-à-dire de la photo faite sur pellicule, développée, une fois développée, accrochée au mur chez vous, elle va avoir tendance à jaunir. Donc tout le monde associe le jaunissement à l'usage, alors qu'une photo numérique ne jaunit pas. C'est une sorte de code culturel qu'on applique à une photo numérique, elle ne jaunira jamais, elle est dans votre ordi. Et à chaque fois qu'elle est transmise, elle ne dépérit pas, elle ne perd rien. Elle est associée à un code culturel qui est vieille photo. Alors, on le voit sur la Kelvin qui est là. Vous voyez, en plus, il y a un petit tour un peu grumelé, irrégulier, qui donne l'impression que c'est une vraie photo d'artiste. Ce qui fait que ça a l'air de rien, mais des éléments culturels, une photo jaune, les bords rognés arrondis, un petit nom 1977, tout ça participe à ce qu'on comprenne intuitivement sans avoir d'explication. Personne ne lit. C'est ça la vertu d'une interface, hein, même si vous sentez que vous n'êtes pas concerné. Ça doit être facile à utiliser et ce sont des designers qui font ça. Que ce soit simple et intuitif. La vieille légende des gamins qui sont nés avec Internet et qui, en faisant ça, comprennent immédiatement qu'il faut feuilleter. Ils ne sont pas plus intelligents que vous et moi qui avons plus de 50 ans. Ils sont juste faits par des designers qui ont associé une pratique, tourner la page, ou comme on pourrait le faire avant un masque, mouiller son doigt, tourner la page, à un écran qui n'a rien à voir avec des pages, mais sur lequel il suffit de le voir une fois pour comprendre que ça se passe comme ça. Ce n'est pas les gamins qu'on appelle les digital natifs parce qu'ils sont nés dans le digital. Ce n'est pas eux qui sont plus malins que nous. C'est plutôt que les designers qui ont créé ça ont trouvé une façon que l'interface soit intuitive et facile. Alors, il y a un deuxième impact, parce que la pratique de la photo, elle est modifiée par ça, c'est que je vais pouvoir le partager, et puis il va y avoir des gens qui vont liker, c'est-à-dire qui vont mettre un petit cœur. Alors, si vous ne pratiquez pas Internet, ça fait rigoler tous ceux qui pratiquent facilement. Il y a aussi des sortes de codes implicites qu'on ne vous apprend pas. Par exemple, tu ne likes pas ta propre photo. Ça, c'est quand tu es ringard et que tu débutes. C'est comme si tu disais « je m'aime ». Et en fait, tu le fais au début parce que tu n'as pas de copain, et donc autant qu'il y ait au moins un petit like.
petit à petit, cette sorte de grammaire, cette façon d'interagir entre nous, elle va s'apprendre en fait. Parce que quelqu'un va se moquer de toi ou dire, ben non, on ne fait pas comme ça. Il n'y a pas de règle, ce n'est pas interdit, mais c'est une communication sociale qui est en ligne. Puis il y a une deuxième chose qui va avec, c'est que des copains vont pouvoir commenter que ce pyjama est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire implicitement que quand on faisait des photos argentiques et que ça coûtait du développement et du temps de développement, vous ne faisiez pas des photos à la con comme ça. Là, ça va vite. C'est aussi vite fait que jeté, donc on peut en faire plein et elle devient à gauche presque un outil de communication. C'est-à-dire, je montre à des copains que j'ai un pyjama marrant parce que non seulement le pyjama et la photo n'a aucun intérêt, mais le fond non plus. Monsieur, il n'a pas choisi un fond avec de l'herbe, de la forêt, il a juste fait une photo, salut les copains. Il a dû refiler son pyjama à la voisine de l'autre photo. Ce qui fait que la pratique de la photo est assez simple. On a juste à prendre une photo, elle est recadrée et on ajoute dessus un filtre. La diffusion de la photo est assez simple puisque votre téléphone est connecté à un réseau numérique, va diffuser un peu partout. Et l'interaction est assez simple puisque n'importe quel Gugus peut dire c'est super, j'adore. Il y a un autre code qui fait beaucoup rire quand je l'évoque, c'est que quand vous mettez, tout le monde met une photo de profil, c'est une photo de la tête de la personne qui publie. Vous voyez une tête de gâteau, de chien, de n'importe quoi. Mais il y a un code implicite de valorisation narcissique, c'est que quand vous mettez une nouvelle photo, quand vous changez votre photo de profil, tout le monde se croit obligé de vous dire « T'es vraiment magnifique, ma chérie. Cette nouvelle coiffure te va super bien, tu es changé, métamorphosé, alors qu'en fait, tu as juste changé ta photo. » Tout le monde va flatter tout le monde, une sorte de concours de tout à l'ego qui va valoriser mutuellement. Alors, ça a l'air tout bête, mais ce nombre de likes et de partages, si je prends un petit tableau d'aujourd'hui, hein, le compte Instagram le plus suivi au monde, c'est un footballeur portugais qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Il a 409 millions d'abonnés. C'est-à-dire que quand même, quand il fait une photo, c'est pas lui, mais en pyjama parce qu'il aurait envie de faire ça sur son téléphone personnel. Il n'y a pas de filtre. Et je prends un exemple qui est fantaisiste. Il faut m'accorder d'aimer les nains roux. Si Cristiano Ronaldo disait il faut manger un nain roux, il y aurait dans la seconde 409 millions de gens qui recevraient cette information. C'est-à-dire à l'échelle, ça dépasse l'échelle d'un pays, c'est quand même énorme, sur une surface incontrôlable. C'est-à-dire il peut dire une bêtise énorme en temps réel. C'est-à-dire il n'y a pas moyen de l'arrêter. Il faut, une fois qu'un ou deux nains qui ont été roux ont été grignotés et qu'ils aient porté plainte, qu'on puisse revenir dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'effet social est immense, en fait. Ce n'est pas une police qui peut le contrôler, ce n'est pas un pays. C'est un pays du nord de l'Europe, c'est Finlande ou Suède, qui a créé un poste d'ambassadeur aux GAFAM, c'est-à-dire, comme ça représente presque un continent, il y a quelqu'un qui est dédié à se charger de ces questions-là. Parce qu'en fait, c'est un espace public dont vous avez entendu plein de légendes autour qui commencent par le plus simple. J'ai critiqué mon chef sur le réseau social, je l'ai juste envoyé à deux copains sur Facebook. J'ai été puni. Ben oui, c'est un espace social, c'est comme la rue. Hein. C'est pas libre, c'est pas ouvert. Ce qui fait que le rapport identité-réseau, avant de parler de mégalo, c'est aussi que je passe de moi en slip chez moi en photo et je publie à 409 millions de personnes moi, en slip en photo. C'est-à-dire, il y a quand même un télescopage, une accélération comme jamais de la diffusion de mon image. On en profite d'ailleurs pour remarquer que vous vous doutez que c'est Instagram qui est le plus gros réseau, c'est lui-même. La suite des pays, j'ai pris les 10 premiers, ce sont des Américains. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que les plus gros consommateurs d'Instagram, c'est-à-dire les gens qui le regardent le plus, ne sont pas américains eux-mêmes. Mais ce sont les publieurs. Là, on a un personnage de télé-réalité, un autre footballeur. Si vous y connaissez, il est au PSG. Le cinquième, c'est un catcheur. Oui, donc c'est pas spécialement. C'est évident, c'est un métier de spectacle. Ce sont des images qui circulent, ce sont des gens qui relaient. Donc c'est plutôt la société des médias. On a encore quelqu'un qui vient de la télé-réalité, une musicienne, Beyoncé, qui vend des disques, qui produit. Donc on a des artistes créateurs et puis des gens qui passent à la télé ou des gens qui sont footballeurs. Et Justin Bieber, l'idole de Théo. 1 milliard d'utilisateurs en 2018, et on était en 2014 à 200 à 300 millions. Hein. 1 milliard, ça commence à faire vraiment beaucoup de gens et beaucoup de nains roux inquiets, parce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ça. C'est-à-dire que, je veux dire par là que je prends un exemple idiot de provocation à la haine en mangeant des gens, on voit bien que c'est caricatural, mais
il n'y a pas de filtre entre la pratique personnelle et cette diffusion. Et elle ne peut se faire que sur l'intelligence des gens. Et on peut supposer que s'il y a 409 millions de gens, il y a peut-être quand même un abruti dedans qui ferait exactement ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire que le réseau tourne la tête de ceux qui le regardent, ça veut dire que c'est énorme en fait, et qu'on est nombreux à pouvoir partager ça. Pour rappel, Insta, ça veut dire instant, et et Gram, ça vient de Telegram. C'est-à-dire Instagram, c'est une sorte d'image qui part à toute vitesse à l'autre bout de la Terre. On peut ajouter une dernière chose qui aura un impact immense, que je vais résumer en vraiment une demi-phrase. C'est-à-dire la pratique artistique est très modifiée. J'apprends ça aux étudiants à la fac de première année. C'est-à-dire, avant, vous étiez photographe, il fallait acheter du matériel. Peut-être ton tonton ou ton papy, il te donnait des appareils photo, il te montrait comment faire. Donc, il y avait tout un processus d'initiation, même amateur. Hein. Tu allais dans des clubs photo. Alors, pour ceux qui regarderaient et qui sont pro club photo, vous avez fait peur à des générations de gens qui ont dit « Oh, je voulais juste faire une photo de match de foot de mon fils. Moi, je ne voulais pas retrouver à acheter 400 millions de matériel parce qu'il y avait du développement qu'elle avait avec. » Donc, la pratique artistique passait par une initiation, par acheter du matériel, par acheter des magazines, tout un tas de choses qui faisaient que ça ne se faisait pas en 2 secondes. Là, c'est en 2 secondes qu'on accède à ça. Et en plus, les photos, elles sont bien puisqu'il y a des filtres. Donc, le métier de photographe est modifié profondément et peut-être même, je ne vais pas leur porter la poisse, va disparaître. C'est-à-dire, on a moyen d'avoir des photos qui sont de très grosse qualité, qui sont un peu édulcorées. Alors, elles se ressemblent toutes les unes les autres, mais avec un moyen très efficace. Il y a 2 autres métiers qui sont impactés, et c'est pour ça que je l'apprends aux étudiants en première année de métiers culturels, c'est que le métier de galériste, c'est-à-dire normalement vous apportiez des photos et puis quelqu'un disait ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça on va en encadrer. Plus besoin d'avoir des galéristes puisqu'il y a 409 millions de personnes qui te regardent une photo d'un brin de muguet qui est dans le jardin de Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que même si un galériste qui avant était celui qui validait ça a de la valeur, ça c'est bien, ça c'est pas bien, peut-être il avait tort, peut-être il a laissé passer des Cézanne et des Picasso par milliers, mais c'était lui qui disait ouais, je crois que ça a une valeur. Et le troisième et dernier métier, c'est les petits commentaires en dessous qui me le font dire, c'est le métier de critique, c'est-à-dire celui qui disait ça c'est bien, ça c'est pas bien. Évidemment, quand 409 millions de personnes disent que ce que vous faites c'est bien, les critiques, ça vous indiffère un peu. Et autant on peut imaginer que cette pratique, cette diffusion immense va avoir un impact incontrôlable, ben elle peut avoir un impact aussi. Si 409 millions de gens allez, vous donnent 1 euro, c'est quand même pas mal de pognon. C'est quand même... Et 1 euro par personne, ça dépend du pays où tu vis, mais c'est quand même c'est faisable. Allez, 200 millions suffiront. C'est-à-dire que la façon dont la pratique artistique va évoluer, devenir photographe, diffuser la photographie, dire ce qui a de la valeur ou pas de la photographie, et change continue. Et puis, comme je vous l'ai dit, parce que c'est instantané, on va prendre en photo un peu tout et n'importe quoi, puisque c'est beaucoup plus facile d'accès. Ce qui fait que le partage de ma vie va être continuellement mis en scène. C'est-à-dire, je vais prendre des autruches qui sont marrantes, je vais montrer que je suis en photo avec, c'est pas moi, hein, avec des copains qui sont tous mignons, gentils. Alors, comme j'aime bien être un peu taquin, c'est assez rare que tu te prennes en photo quand tu as eu une gastro la veille ou quand tu passes la serpillière chez toi et que tu es mal coiffé. Voilà. Il y a une héroïsation évidemment de ce que tu fais parce que c'est un peu rigolo de partager des choses, même si c'est juste un pyjama. La mise en scène de soi-même va être poussée, accentuée par le fait que ça puisse se diffuser très fort. Et ce que je voudrais dire dans cette première partie, c'est qu'en retour, elle va influencer ce que je fais. C'est-à-dire que je vais penser à dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais partager, comment je pourrais jouer avec les autres. Alors, des sociologues se sont intéressés à ça depuis longtemps, à l'entrée. Et ils ont commencé à qualifier la façon dont on regardait les images. Ils en ont fait un inventaire, les figures imposées. Et pourtant, c'était un petit article des Inrecuptibles qui date de 2013, c'est-à-dire 10 ans. Donc, si vous ne pratiquez pas Instagram, je vous l'annonce, le leader numéro 1, c'est les photos de chats. Depuis la nuit des temps, c'est une des recherches les plus... C'est la deuxième recherche la plus forte au monde en termes d'image. La première, c'est la pornographie. La deuxième chose, c'est un avion qui m'enlève vers les vacances. Vous êtes des gros nuls qui sont restés à la maison. La célèbre, tout le monde peut se sentir concerné,
il y a mes pieds qui dépassent, je suis en vacances et vous, vous êtes resté au bled, les gars, tant pis pour vous. C'est-à-dire, la photo n'a pas trop d'intérêt, mais les algorithmes permettent aujourd'hui de chercher des images. On pourrait taper photo de pieds qui dépassent à la place. Il y en a des milliers de milliards. Celle-ci est encore plus fréquente. Elle a même obtenu un nom depuis, c'est-à-dire l'assiette de ce que je vais manger. On appelle ça de la food porn, c'est-à-dire c'est de la photo de nourriture comme de la pornographie, c'est-à-dire je vais mettre en scène continuellement ce que je mange, la disposition de l'assiette, ce qui a un impact social depuis longtemps. Si on fait, ça a l'air d'être un aparté, mais si on fait une histoire de la cuisine en France, jusqu'au début des années 50, on va manger des choses qui sont plutôt dans un plat, comme à la cantine, mais comme dans un salon d'une maison bourgeoise, qu'on va vous servir. C'est-à-dire on pose le plat sur l'assiette et puis le patron ou le gendre va avoir l'occasion, la récompense suprême d'avoir le couteau à gigot confié par le chef de famille pour montrer comment il s'est coupé. Et puis tout ça va être distribué dans les assiettes un par un, content. Aujourd'hui, on mange, ça s'appelle un service à l'assiette, c'est-à-dire on mange, on vous pose l'assiette et vous avez un spectacle devant vous qui se voit. En fait. Tout ça a été transformé par les images. Hein. Vous le voyez dans les émissions de cuisine et de pâtisserie, c'est un truc de fou. Et puis même dans nos maisons, c'est pour ça que je dis qu'il y a un effet de retour par les réseaux. Dans nos maisons, la salle à manger n'est plus une sorte d'espace où ta mamie t'invite et puis sort la belle vaisselle. On est plutôt dans des cuisines qui sont ouvertes où on va manger autour d'un endroit où on va voir comment ça se passe, ou une cuisine américaine où on va passer les plats, ce qui fait que l'image de ce qu'on voit devient tout aussi importante. Alors, on a dit des chats, des avions, des pieds, et puis pour finir, le selfie, c'est-à-dire moi, le coucher de soleil, et la photo de concert tout pourri, mais on est quand même dans un chouette concert. Ça, c'est pour Armel. Et puis, il y en a une dernière qui est j'ai craqué ma carte bleue, j'ai acheté des trucs. Et là, on est dans une bascule qui est intéressante, c'est que autant la photo de coucher de soleil, Théo est parti en vacances, il m'envoie ça, ça me fait plaisir qu'il soit heureux et en vacances. Il pourrait me l'envoyer personnellement, il n'est pas obligé de le mettre sur les réseaux. Autant il a acheté des slips et des nouvelles chaussettes chez Cartier, m'en fous un peu. C'est-à-dire que l'interaction est plus faible. Je peux dire, ah, d'accord, toi, tu as les moyens, moi, je n'ai pas les moyens, ou tiens, tu as changé de chaussettes. Vous voyez, tout un tas de choses qui on peut le dire vite, n'ont aucun intérêt, mais font partie, finalement, ce n'est pas l'image qui est importante, ce n'est pas la réaction des autres, c'est que c'est un moyen de communication entre nous. On va le voir, en fait, les réseaux sociaux sont devenus, la plupart du temps, c'est assez bien analysé par Dominique Cardon, c'est les gens qui vont être en réseau avec nous vont être une quinzaine et ce sont les mêmes que dans la vraie vie. Il décrit assez bien que, je vais vous le montrer tout de suite, que c'est un moyen de communiquer en continu. Le voilà. Notre vie sociale, on a l'impression qu'on est curieux et qu'on rencontre des gens différents, c'est pas vrai du tout. C'est une petite vidéo qu'on retrouve sur Internet, Brut, c'est une sorte de chaîne de télé sur Internet qui est associée à France 2 sur ce morceau-là et à Sciences Po, et qui sont des tout petits formats qui correspondent bien à Internet puisque la vidéo dure 2 minutes. Ils vont interviewer assez souvent des gens qui sont des penseurs ou des observateurs privilégiés, et j'en prends des extraits qui nous permettent d'entendre ces penseurs. Page Facebook, ça a 150 amis en moyenne, mais en fait on discute avec 15 personnes. Et ces 15 personnes, il n'y a pas de mystère. Dès qu'on va les voir, c'est des gens qui se connaissent, qui sont croisés il y a 2 heures, qui vont se revoir dans 3 heures. Donc c'est des gens qui appartiennent au même cercle. Mais la communication devient continue. On se voit, on échange, et puis après on pense à l'autre, et puis on lui envoie une photo, et puis on lui envoie une blague, et puis on continue la conversation, et puis on est sur Messenger. Donc en fait, ce qu'ont fait les réseaux sociaux, c'est d'abord de s'incruster dans l'espace très ordinaire, très quotidien, très relationnel, très amical, amoureux, disputailleur aussi, de la vie sociale des individus. En 3 millions, c'est beaucoup déjà. Hein. 3 millions de personnes sur 70 millions, ça fait un peu de monde. Hein. Je l'ai déjà dit aussi, parce que ça a l'air d'être sordide en même temps que c'est rigolo. Il commence à y avoir autant de gens morts sur Facebook que de gens vivants, c'est-à-dire des gens qui ont créé des comptes et qui ont disparu, et dont la famille n'a pas forcément, jusqu'à il y a peu, d'accès pour éteindre le compte. Moi, ça a l'air tout à fait sordide, mais ça raconte quelque chose de notre histoire sociale. Moi, je reçois, parce que l'algorithme fabrique des invitations automatiques, en fait. Même si vous ne faites rien, il vous demande régulièrement est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez dire. Il vous incite à communiquer.
je reçois des invitations à jouer d'une copine qui est morte depuis un moment. Alors, ça me fait à la fois bizarre, la première fois, c'est un peu saisissant. Et puis, avec le temps, bah, ça me fait plaisir, ça me donne des nouvelles d'elle, mais enfin, c'est un peu curieux. Aujourd'hui, l'évolution de Facebook et le rapport aux clients et aux usagers a changé, c'est que on peut récupérer quand on est de la famille l'accès au compte, sinon elle était tellement privée qu'il n'y avait pas moyen de. C'était une personne individuelle qui pouvait aller dessus. On est en relation avec des gens qui nous ressemblent plus ou moins, qui ont des proximités d'âge, de territoire, de lieux de travail commun, de lieux d'enseignement commun, de sport en commun. Donc il y a dans nos relations sociales une sorte de principe de ressemblance qui fait que notre vie sociale, on a l'impression qu'on est curieux et qu'on rencontre des gens différents. C'est pas vrai du tout. Et du coup, les réseaux sociaux vont reprendre cette chose-là. Vous savez sans doute que s'il y en a en ligne ou en vrai qui ne sont pas mariés, quand on fait les statistiques des endroits où on rencontre la personne avec qui on va vivre, école, travail, point. Et donc, une fois que tu n'as pas pécho à l'école ou au travail, ça commence à devenir serré parce qu'en fait, la possibilité de rencontrer d'autres gens elle devient toute petite. Il y a 10% qui sont, avant notre époque, les bals, les boîtes. Enfin, en ce moment, c'est un peu… Et puis, le réseau d'amis d'amis qui fait qu'on rencontre des gens qui, espérons-le, n'ont pas l'idée d'inviter deux célibataires du genre… vous savez, le dîner sordide, c'est-à-dire on a invité un célibataire avec une célibataire, on les a mis côte à côte et on ne dit rien, on ne veut rien inciter. Voilà. Ce que dit Dominique Cardon, il est sociologue pas pour rien, c'est que la possibilité de rencontrer des gens est très petite dans la vie, la quantité de gens qu'on va rencontrer est assez petite et elle s'amenuise au fur et à mesure, sauf si on change de travail ou si on change de ville où on vit, c'est ce qui est si difficile que ça. Et ce qu'il ajoute là qui est assez inattendu, c'est que finalement, nos réseaux sociaux ressemblent à ça. Ils ont l'air d'être ouverts à des millions de gens. En fait, c'est un échange d'images, mais les gens avec qui on a des vrais rapports sociaux sont assez compliqués. Moi, j'ai une pratique qui est tout à fait perverse. Je suis ami avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes opinions que moi. J'ai à peu près envie de casser l'écran au moins 1 à 2 fois par jour. Voire, alors vous ne le savez peut-être pas, mais on peut masquer des gens, c'est-à-dire on reste ami avec eux et pendant 30 jours, on ne les voit pas. Des fois, j'ai des gens, je me dis, comment ils peuvent publier des trucs comme ça? Donc, je les masque pendant 30 jours et puis, ils ne me manquent pas. Et puis, au bout de 30 jours, je vois, ah ouais, il est revenu, celui-là. Oh là là. Alors, quand je remasque trop longtemps, après, je prends mes responsabilités. Je ne blesse pas cette personne. Je lui ai pas dit que j'étais pas d'accord. Je ne vais pas m'affronter. Ce n'est pas fait pour ça, en fait. Vous comprenez que ce soit avec des amis proches ou que ce soit avec des gens qu'on ne connaît pas, la diffusion d'images par Instagram ou de posts avec des écrits avec Facebook ou des vidéos, c'est une sorte de valorisation de nos rapports sociaux, mais ce n'est pas une vraie transformation. Après, j'ai rencontré quelques personnes grâce à Facebook avec qui je suis devenu ami et que je n'ai jamais vu quand même. C'est quand même pas l'outil fait pour ça, ni pour draguer, ni pour se disputer. Sinon, ça fait des tartines dont on va parler après. Et il y a des vraies différences sociales, c'est-à-dire que plus on est haut dans l'échelle sociale, qu'on a du capital économique et culturel, comme on dit, plus en fait on a des réseaux sociaux qui sont variés, diversifiés, géographiquement, socialement, etc. Et du coup on a accès à des informations très riches et très diverses. En revanche, ceux qui ont moins… Il parle de quelque chose que Bourdieu a décrit, que j'ai montré plusieurs fois, c'est-à-dire on a un capital financier dans la vie avant de commencer nos moyens financiers. Un capital culturel, c'est le langage qu'on a acquis, c'est-à-dire le simple fait, même si tu ne lis pas les livres de tes parents, qu'il y ait des livres, qu'ils aient un langage soutenu, ou qu'ils aient des, on va dire, pour le dire de façon très simple, des niveaux d'adjectifs. C'est pas le truc qui traîne, c'est le truc traînant. Ça change pas, ça change la donne dès qu'on peut varier ça. Et c'est pour ça que le capital culturel, capital social, il y en a 4 pour Bourdieu, vous pourrez en chercher. C'est aussi que plus il est étendu, plus notre réseau de gens à croiser va être étendu. Évidemment, c'est-à-dire si je fais de la danse country, une initiation au numérique, et puis des combats de catch le week-end, je ne vois évidemment pas les mêmes gens, pas les mêmes types de gens. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que cette capacité d'ouvrir son cercle de relations et qu'il soit différencié socialement va avec notre activité sociale. C'est-à-dire, si vous êtes ado et que vous êtes dans une cité, vous êtes plutôt avec des ados de votre cité. Et si vous en croisez d'autres, ce sera d'autres ados d'autres cités. D'où le fait qu'il peut paraître curieux à des profs d'histoire de l'art dont je suis, de dire dans quelle mesure, puisque j'ai une institut qui est venue me voir, dans quelle mesure ça sert à quelque chose d'emmener des gamins dans un musée, ils ont l'air d'avoir rien à faire, y compris que ça n'a aucun effet devant les tableaux comme après. Mais on se rend compte quand même que le simple fait d'avoir pratiqué un lieu, même si c'est
20 ans plus tard, quand ils emmèneront leurs propres gamins, ils sauront au moins dans quel sens on rentre, comment on fait, voilà, des tas de choses qui sont des pratiques sociales qu'on ne peut pas apprendre en fait. Comme je ne connais que depuis 20 minutes l'institut qui est devant moi, c'est pareil si vous alliez à un concert de rap, vous ne sauriez pas spécialement quand est-ce qu'il faut applaudir ou pas. On a des groupes sociaux qui sont adaptés à des pratiques et qui fait qu'en France, on ne sait pas applaudir quand il y a du jazz et qu'on ne sait pas toujours, c'est comme ça qu'on découvre, quand on est à l'opéra, quand est-ce qu'il faut applaudir. Tout un tas de pratiques qui sont différenciées. Et ce que dit Cardon, c'est que notre capital culturel, plus il est étendu, plus nos réseaux sociaux vont être étendus. Ce qui raconte finalement, c'est qu'il n'y a pas de différence entre notre réseau social qui est difficile à analyser et le réseau de Facebook ou d'Instagram. Il n'est pas plus coupable de nous abêtir que ce qu'on voit d'habitude. De capital culturel, comme on dit, c'est au niveau de diplôme, ont souvent un espace relationnel qui est très très similaire. On a des goûts qui sont assez proches, on a des idées politiques qui peuvent être assez proches, et dans ces cas-là, effectivement, il y a quelque chose qui peut nous enfermer. Mais dire que ça nous enferme, ça ne veut pas dire qu'on est complètement coloré de la même manière. La réalité, c'est qu'il y a toujours de la variation entre les individus et que du coup, il y a quand même un peu de diversité dans cette bulle. Voilà, un autre enjeu intéressant, c'est que la façon d'être informé va passer par ces réseaux sociaux. Et là aussi, si vous ne le pratiquez pas, il suffit d'être connecté à Facebook et vous saurez que quelqu'un est mort de célèbre plus vite que si vous écoutiez la radio tous les jours. Ce qui n'est pas lié à Facebook, parce que je vous rappelle pour les très plus anciens que Édith Piaf a eu la mauvaise idée de mourir le même jour que Jean Cocteau. Si France Info avait existé à ce moment-là, il y a un des deux qui aurait perdu. C'est celui du matin. Ils sont tellement célèbres et tellement importants qu'à un moment donné, l'info chasse l'info. Naturellement, d'ailleurs, le temps passe. Et l'attention va être transformée continuellement. Dans l'ancien monde, celui d'avant le numérique, les gens qui lisaient l'Humanité ne lisaient pas le Figaro. Ce principe d'exposition sélective, on va le retrouver sur les réseaux sociaux. On exerce un effet de sélection qui va faire que des effets de préférence peuvent venir nous conforter dans nos propres préférences et ne jamais aller voir, curieusement, la diversité des opinions qui peuvent être aussi partagées ailleurs, mais que nos amis qui nous ressemblent ne partagent pas du tout. Voilà, ce qui fait qu'on peut en plus, ça peut quelquefois être triste, découvrir que nos meilleurs copains n'ont pas des avis que l'on partage. Ça, c'est le célèbre dessin autour de l'affaire Dreyfus. Vous savez, ils en ont parlé. Et on peut le remplacer par le vaccin. Il suffisait d'attendre un peu. On a renouvelé la question. Donc, les réseaux Instagram permettent de diffuser une grosse quantité d'informations. Ils vont... je vous montre un exemple d'un artiste qui est invraisemblable qui s'appelle Egor Tvetkov, qui a fait du piratage. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un monde où il y a des machines qui échangent des choses, des gens qui sont pirates vont aller chercher ce qui chatouille pour faire autrement. Alors, il fait quelque chose de très inattendu, c'est qu'il a... alors, le rebondissement est assez impressionnant. Il a pris des photos des gens dans le métro de Saint-Pétersbourg, au hasard, sans leur demander, à la volée. Il a pris des photos de tout le monde. Et puis, il a piraté le réseau Facebook russe. C'était avant. On est en 2016. Pour aspirer toutes les photos de profil des gens qui sont sur Facebook. C'est-à-dire, à droite, la dame dans le métro. À gauche, pardon. Et à droite, le profil de cette dame sur Facebook. Troisième piratage, avec de la reconnaissance faciale. Vous savez que les machines savent de plus en plus reconnaître les visages. Il a entré la photo qu'il avait faite dans le métro dans ce système de reconnaissance faciale et ils ont trouvé qui était la dame sur les réseaux. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'il l'a fait avec plein de gens. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout ressemblants avec leur photo de profil, qui quelquefois ont l'air bien plus en forme sur leur profil Facebook qu'en vrai, voire qui ont l'air de pas du tout être la même personne, en fait, puisque l'angle de vue, la lumière, la façon dont on se met en scène, comme je le disais, change. Des reconnaissances de personnages qui sont très, très différentes. Un militaire, quelqu'un qui aime les chats, on ne peut pas le voir tout de suite, on serait devenu amis tout de suite avec lui. Voire, vous l'avez compris, des gens qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est quand même plus sympa sur ton profil si tu veux te marier ou rencontrer quelqu'un, d'être maquillé, d'être bien habillé que
Là, ça a l'air d'être lundi matin et vendredi soir. Voilà, des gens partout. Et l'occasion pour moi de dire aux ados, faites gaffe quand vous mettez des photos de votre profil avec une petite cerise sensuelle dans la bouche. Vous croyez que vous ne communiquez qu'avec vos copains, votre employeur, les gens qui sont autour de vous, peuvent avoir accès à cette image. Ce n'est pas du tout anonyme, ce n'est pas du tout anodin, même si dans un premier temps, il n'y a que les gens qui vous connaissent qui vont le voir. Mais un pirate peut tout à fait utiliser ces images. Et surtout, ça parle de vous malgré vous. Parce que on peut faire une comparaison sympa. Si vous êtes en famille un 31 décembre, vous avez sans doute un petit chapeau sur la tête, des oreilles de Mickey. Voilà, c'est des choses qui arrivent, des erreurs de jeunesse, des obligations de grands-parents, trucs qu'on regrette. C'est pas pareil quand c'est diffusé à 409 millions de gens. C'est-à-dire que la photo de droite elle n'est pas impudique à l'endroit où elle est faite. Elle est faite pour des gens en montrant « je suis une jolie fille ». Mais sur un réseau social, elle change complètement la façon de faire. Et elle change dans deux sens, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'elle a mis une photo d'elle qu'elle pensait valorisante. C'est-à-dire, elle a agi, elle a fait une photo pour l'occasion qui allait… alors, elle n'a pas trop agi, elle est restée assez constante. Elle a mis en image son propre ego pour qu'il soit plus valorisant, ce que tout le monde fait, mais ce que tout le monde voit en fait maintenant. À tel point que des gens, il en retrouve dans toutes les sortes, tout le temps. Voilà, mon projet est une illustration claire de l'avenir qui nous attend si nous continuons à divulguer autant de nous-mêmes sur Internet. Ce qui me fait prédire un problème à venir qui peut rester marrant si on en plaisante, c'est-à-dire des gens bien intentionnés vont mettre en 2000 des photos de leur petit gamin qui vient de naître tout nu sur une peau de bête, en disant « Regardez comme il est mignon le petit dernier ». Et le même gamin, en 2020, quand il cherchera du travail et que son employeur lui montrera de lui la quéquette à l'air à 4 ans, pourra porter plainte contre ses parents, qui faisaient ça tout à fait gentiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas évalué qu'on était sur un réseau de diffusion sociale. Très, très important. Vous vous doutez que l'actualité de 2022 fait que le fait que ce soit un Russe qui récupère ces données-là montre que l'enjeu de nos profils, de ce qu'on va mettre dessus, l'enjeu de la sécurité de nos… vous savez, il faut crypter avec un petit mot de passe. C'est un enjeu social, en fait, d'interaction entre l'individu et le groupe qui n'est pas un petit enjeu. Parce que ce qui va avec, si on commence à être un peu plus inquiet, c'est que, par exemple, il existe des petites lunettes Google qu'il avait lancées il n'y a pas très longtemps. On est en 2013. Ah si, ça fait longtemps. Il les a relancées il y a longtemps. Voilà, ce sont des lunettes qui ressemblent à ça, qu'on met sur son nez comme ça. Ce ne sont pas des vraies lunettes, il peut y avoir des verres dessus. Hein. Il y a une petite caméra sur le côté, caméra à laquelle on va parler. Parce qu'on va lui dire, prends une photo. Et hop, la photo va se prendre sans les mains, sans rien. Et voici une petite démonstration qui est très mignonne. Pour déclencher les lunettes, il lui dit « OK glace », c'est-à-dire « OK lunettes ». OK glass, record a video. Voilà, il lui dit « Prends une vidéo » et vous voyez sur l'écran de droite, la vidéo est en train de s'enregistrer. Pour faire court, là, je vais montrer des petits morceaux, hein, mais les lunettes permettent une interface encore plus facile qu'une machine, un téléphone. C'est-à-dire qu'il faut que je sorte mon téléphone, je vous prenne en photo. Vous me voyez, vous visez. Là, je vais avoir une réaction avec le monde extérieur qui est beaucoup plus intuitive. Un accès plus facile si je ne sais pas bien écrire, parce que je lui parle. Plus de fautes d'orthographe. De toute façon, ça va être corrigé. Une possibilité de filmer, de diffuser, mais aussi, vous allez le voir, d'obtenir des informations. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass. Hang out with the Flying Club. Voilà. Google Photos. Donne-moi une photo de tigre. You ready? Dis-moi quel temps il fait. Right there. Okay, Glass. Une photo. Take a picture. Une vidéo.
C'est vrai que ça vaut le coup de faire une vidéo parce que ça ne pas faire souvent. Holy sh- That is awesome. La possibilité d'interagir avec sa famille, de se connecter et de montrer quelque chose qui est autour. Class, record a video. Le chemin à parcourir pour trouver la bonne rue, ce que Waze, votre téléphone, vous permet de faire, mais là, il est sur vos lunettes directement. After this bridge, first exit. La possibilité lointaine pour le public de mieux voir comment on pratique un sport aussi. Vous voyez, quand on est sous le casque avec le type qui se bat, ça a l'air d'aller assez vite. Ça va impacter la façon de diffuser le sport de plus en plus, de le montrer à la télévision. Là, vous voyez, la photo du tigre devient une sculpture de tigre, donc c'est encore plus impressionnant. On est à la première personne pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Ça s'appelle des first personal shooters, c'est-à-dire on est en train de jouer, on voit nos mains et puis on a un fusil, on tire sur les méchants ou on fait quelque chose. Donc on est dans un rapport beaucoup plus immersif avec l'image qui pourrait, une fois que ça est filmé, être mis sur vos yeux pour que vous soyez en immersion complète. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu avec l'interface, en fait, il est plus simple, il est plus intuitif, donc il est accessible à tout le monde. Et il va avoir un impact important. C'est ce qui écrit ce petit article de réflexion. Des philosophes ont commencé en 2013 à dire est-ce que nos gestes ils sont enfermés en fait? Est-ce qu'on a moyen d'avoir accès à tout ça parce que des gens nous disent vous comprenez que les lunettes vont reconnaître le visage de vos interlocuteurs et vont permettre, s'il y a des gens qui ont un handicap sur le sujet, ça va leur plaire. Je vais avoir en face de moi Eric et mes lunettes vont reconnaître le visage d'Eric dont je ne me rappelle jamais le prénom. Et en le repérant à 10 mètres, ils vont me dire « c'est Eric ». Voilà. Et comment vas-tu, Eric? Ce qui fait que le petit logo vient d'une campagne qui s'appelle « Stoppons les cyborgs », c'est-à-dire est-ce qu'il y a moyen d'obtenir l'anonymat de la reconnaissance faciale dans la rue? C'est-à-dire vous êtes scanné continuellement, ce qui est le cas déjà. C'est-à-dire les photos d'identité depuis une quinzaine d'années, pas de cheveux, pas de lunettes, pas de sourire. C'est fait pour être scanné, ça permet les reconnaissances faciales. Vous savez qu'il y a votre téléphone peut faire ça, au lieu de faire un code où il prend en photo votre visage. La reconnaissance faciale se fait en publicité depuis longtemps maintenant. C'est-à-dire qu'on est encore soft parce qu'il y a des problèmes moraux qui intéressent les philosophes. Des panneaux publicitaires vont filmer le public pour voir combien de fois il lève la tête pour voir l'écran, voir combien de fois il sourit à ce qui se passe. Ce qui fait que l'interface qui est de plus en plus facile pour jouer avec le monde, elle joue dans l'autre sens. C'est là où je veux en venir. C'est que ces zones de recherche, c'est plutôt des sociologues qui font ça pour le moment. C'est que dans l'autre sens, ça va jouer aussi sur notre façon de vivre le monde, dont le monde vit avec nous. Je vais y arriver. Alors, j'entre dans un... Voilà, par exemple, vous avez la possibilité de réserver des hôtels pour aller en vacances avec Airbnb. Vous vous connectez sur Internet. Ça vous montre des lieux super paradisiaques. Et puis, des sociologues, là, on est en 2016, disent comment Airbnb et Instagram uniformisent nos lieux de vie. Un exemple simple, nous voici dans un décor. Vous n'aurez pas de moyen de me dire si vous allez loger au Maroc, à Tourcoing ou à Bécon-les-Bruyères ou aux États-Unis. Pourquoi? Parce que on peut mettre dans l'affaire Ikea, qui va avoir tendance à vendre des objets et du mobilier plus ou moins identiques dans le monde entier, les vêtements qui sont uniformisés dans la façon de les produire. Mais ce qu'analysent les sociologues qui est très intéressant, c'est que en fait, c'est Airbnb et Instagram qui uniformisent nos lieux de vie, c'est-à-dire comme ce qui attire, c'est les cafés en question, ça peut être des Starbucks ou des coffee shops, des Costa Coffee, c'est-à-dire des chaînes qui vendent du café, comme McDo vend des restos ou des hamburgers. C'est à la fois une influence de la façon de montrer, mais c'est une influence aussi de la diffusion des images. C'est-à-dire si vous savez qu'il y aura des petits toasts d'avocats, si vous savez qu'il y aura un petit café qui vous accueille avec un bouquin, si vous savez qu'il y a une petite bibliothèque avec un truc à lire, à la fois vous avez davantage envie d'aller louer ce lieu, de découvrir des super salles de bain, d'être gentiment accueilli.
ces images-là sont de plus en plus uniformes et uniformisent notre façon d'aménager chez nous et de mettre en scène notre chez nous. C'est aussi ça qui fait qu'on a tous l'impression qu'on est différent. On est dans un système qui, il y a quelques années, était ma tante a du goût, je vais un peu copier ce qu'elle fait, ou je vais aller dans un autre univers ou un autre lieu social, chez le notaire ou chez le pharmacien, et puis j'aime bien les tableaux au mur. J'aimerais bien un jour avoir ça dans la vie, parce que pour moi, c'est le comble de la réussite sociale. Ouais, mais la diffusion d'images et d'intérieur fait qu'on a des modèles et des moyens de les réaliser avec soit les mobiliers et les vêtements qui vont avec, soit avec des filtres de photos qui valorisent nos intérieurs. Ça a l'air super cool et on ne sait pas du tout qu'on est à Los Angeles. Comment le saurait-on? On est dans un espace mondial. Alors, la circulation en avion, le fait de pouvoir réserver avec son téléphone assez vite, vous pouvez y être demain. Hein. Vous avez vu que vous pouvez commander des objets très très vite qui sont livrés, on en a parlé par les digital labors, c'est-à-dire des gens qui sont un peu des esclaves en camion qui vous le livrent dans votre cour de maison le lendemain. Il faut quand même qu'il y ait des robots qui aient été vite et puis des humains qui finissent le travail. Mais aussi la possibilité d'un monde qui serait connecté en continu, qui fait que tout serait facile en fait. Vous pouvez prélever ça sur votre compte assez facilement et puis le payer plus tard. Et puis le transformer dans la façon de diffuser les images de vous sur place. Parce qu'on a dit qu'avec Instagram, je montre mes pieds à la plage et c'est cool. On va vous vendre plutôt la quantité de soleil au mètre carré et l'accueil que le lieu où vous vous trouveriez forcément. Ce qui fait que ce que je voulais raconter, c'est que nous communiquons sur des réseaux. Les réseaux nous transforment, puisqu'on interagit avec des gens et qu'on attend leur approbation, plus ou moins, mais assez fortement, même si ce sont des gens qu'on connaît. Mais les réseaux, en échange, indirectement, transforment notre façon d'agir sur eux. Voilà, chez vous, mais ailleurs. Ce qui est quand même une bonne raison de ne pas partir, puisque c'est chez moi. Ça risque d'être mieux rangé que chez moi, je reconnais. Pas vous mentir. Vous ne venez pas souvent, mais il faudrait que vous veniez, ça me donnerait l'occasion de ranger. Voilà, cette façon de transformer le monde qui agit en retour, c'est à ce moment-là que vous allez devenir paranoïaque, vous pouvez. Voilà. Google sait des choses sur vous. Alors, j'ai pris les miennes. Hein. On est en 2017. Je dicte à mon téléphone, je lui dis que je veux aller là. Donc, il est capable en 2017 de me dire à tous les endroits où j'ai été en France. Alors ça, je peux le déconnecter. Hein, si je peux entrer dans le... C'est pas très compliqué. Ils ont eu de la pression judiciaire pour faire gaffe à ça, mais enfin, il faut qu'on vous l'apprenne quand même. J'ai été donc à Saint-Germain-les-Corbeilles entre le 5 et le 11 janvier. J'avoue que c'est un grand bouleversement, mais quand même. C'est une blague et en même temps, ce n'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que le truc m'espionne et puis j'ai mis un truc, voilà, je sais à quel moment, de quelle façon, ce que mon esprit lui-même n'est pas capable de se rappeler. Peut-être mon agenda n'est pas regroupé dans un endroit. J'ai mis un truc plus personnel, c'est que je peux dicter à mon téléphone un message. Et donc, je dis à Google, va au plan. Je dis ça à mon Waze qui va me guider et à 16h22, ce jour-là, en 2017, je lui ai dit d'aller au plan. Donc j'étais sans doute au plan, il le sait mieux que moi. Plus personnel, c'est que j'ai envoyé un texto en disant « Je suis très content de te retrouver, ma femme adorée ». Non seulement il garde la trace du texto, mais il garde l'enregistrement de ma voix. L'enregistrement de ma voix, on est des milliards. Hein. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas parano, vous allez le devenir. Pourquoi on revient toujours au même point de départ? C'est parce que c'est gratuit. Vous vous connectez à une interface qui est gratuite, Google, Waze, Instagram, c'est gratuit. Vous avez téléchargé quelque chose. Et en échange, lui, il se paye par vos données, par vos pratiques. C'est-à-dire de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous mangez, où est-ce que vous allez. Pour faire court, si j'ai dit souvent que j'allais au plan, c'est quand même plus intelligent de m'envoyer des publicités de concerts de rock qu'à ma voisine en face qui, elle, ne fait que du tricot chez elle. Je ne la connais pas. Mais j'ai peut-être mis dans le mille, elle le fait peut-être en écoutant du rock. Alors là, ça va commencer à poser problème. Voilà. Dans le genre paranoïa, on avait, il n'y a pas très longtemps, un mouchard qui a été installé sur votre téléphone. Alors, ça arrive régulièrement, c'est-à-dire, vous savez, voilà, c'est simple, la paranoïa. Hein, vous pouvez parler à votre téléphone en lui disant « OK Google » ou comment on lui parle? Oui, Siri fait quelque chose, voilà, ça se déclenche à la voix.
Il a besoin d'être très technicien pour savoir que s'il réagit à ma voix quand je lui dis ça, ça veut donc dire qu'il écoute en continu. C'est pas parce qu'il y a un nom un peu bizarre qui fait que ça marche pas. Mais... Et alors, pourquoi il a intérêt à m'écouter en continu? Alors, c'est là où c'est assez rigolo, ça date de 2018, ça. C'est que on s'est rendu compte qu'il pouvait écouter, par exemple, quand je suis chez moi, il peut écouter ce que je dis, il peut me dire quel est l'intérêt. Enfin, sauf si je ne suis pas avec ma femme, mais avec une autre dame que je ne te connais pas, je te jure, c'est la première fois que je la rencontre. Là, c'est quand même tout un tas de pratiques de vie qui n'ont pas besoin d'être espionnées. Mais par ailleurs, il peut entendre la musique que j'écoute, qui va être reconnue par une application qui s'appelle Shazam. Et donc, si quand je suis chez moi en train de prendre un bain, j'écoute Led Zeppelin assez fort, il va enregistrer que j'aime Led Zeppelin. Et donc, sans m'en rendre compte, ce n'est pas de la parano, c'est intelligent, c'est du placement de produit. Je vais voir des albums inattendus de Led Zeppelin en promo spéciale. Ce n'est pas du gros espionnage parce qu'on n'est pas dans une grosse dictature. On n'est pas dans une dictature, en fait, en vrai. Il suffit maintenant d'en voir une de près pour se rendre compte que c'est quand même pas rien. Je rappelle, pour ceux qui ont des doutes, moi j'étais en Roumanie dans les années 90, il fallait, c'était fini normalement, il fallait déclarer à la police avec qui on allait se réunir et de quoi on allait parler. C'est quand même une façon de surveiller l'ensemble. Ce qui fait que l'outil qu'on utilise, en fait, en continu, il va communiquer des informations autour de tout le monde. Ça, j'en ai beaucoup parlé, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Ça rend un peu paranoïaque parce que quand je dis ça à des ados, ils me disent « Mais monsieur, c'est pas normal. » Alors, est-ce qu'on est prêt à payer pour les applications qu'on utilise gratuitement? Peu. Et on pourrait, c'est une bonne façon que ça soit protégé. Est-ce qu'on est prêt à se passer de téléphone alors qu'ils sont de plus en plus indispensables et très fluides parce que les designers font des choses qui sont très passionnantes. Alors, c'est ça l'enjeu dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire de quelle façon la mise en scène de moi-même, c'est les petites photos, elle s'appelle Catherine Ballette, voilà, Stranger in the Light, elle fait des séries de photos, j'aime bien montrer des œuvres d'art parce que je suis prof d'histoire de l'art aussi, comment les réseaux, comment la diffusion de la lumière artificielle se retrouve dans toutes nos pratiques. Elle copie en un sens des tableaux, des compositions de peinture classique 17e ou 18e avec tous les individus qui sont éclairés par ces petites lumières. Quand elle commente, voilà, une génération connectée où les personnes ne prennent plus le temps de se parler directement, absorbées par leur écran. Voilà, l'écran devient l'interface de communication. Alors j'insiste, pour le bien aussi, c'est-à-dire ça permet de parler avec d'autres gens, de communiquer avec d'autres gens, de jouer à prendre des photos, enregistrer, noter des choses, trouver son chemin et travailler un peu plus. Et puis surtout, là, tous les âges le comprendront, sauf les plus jeunes, grâce à Waze, la dispute traditionnelle au volant avec ta femme qui est quand même bien incapable, cette bourrique, de trouver le chemin que je te disais que, tout ça, c'est fini. On a trouvé d'autres moyens de se disputer. On a trouvé d'autres moyens de se disputer, c'est-à-dire l'interface. Je veux dire par là, on pourrait s'attendre à un système qui dirait, et moi qui le relayerait, les écrans c'est horrible. On est dedans, on les utilise vraiment beaucoup. Et si on les utilise beaucoup, ce n'est pas parce qu'on aime être aliéné, c'est parce qu'ils sont très utiles et qu'ils marchent très bien. Alors ça se retrouve avec un petit terme qui est assez rigolo, qu'a inventé un chercheur américain qui s'appelle B.J. Fogg, qui a écrit ses premiers articles en 1998 et qu'on retrouve ici dans un livre un peu plus tardif, que je vous fais découvrir tout de suite par cette petite émission qui est absolument géniale, qui s'appelle Data Gueule. Data, c'est les données, en fait, et Data Gueule, c'est un jeu de mots. Cette émission sort 6-8 numéros par an et qu'on trouve sur Internet. Celui-ci est sur les réseaux sociaux et va vous apprendre un terme qui est nouveau, en un sens qui est très facile à comprendre, qui s'appelle la captologie, c'est-à-dire l'art de capter l'attention de tout le monde. Nous sommes au 21e siècle et vous regardez cet épisode sur une usine à addiction. Bonjour. Chaque minute dans le monde, 480 000 tweets sont envoyés, 2,4 millions de snaps, 4,3 millions de vidéos vues.
Ouais, il va très vite parce que c'est des émissions courtes et qu'on est habitué à avoir cette quantité d'infos, on peut la retrouver par soi-même. Tinder, 317 000 posts envoyés sur Facebook. Si notre smartphone nous obnubile, c'est que le monde qu'il nous offre est merveilleux. Chaque like vous procure un petit shot de dopamine, une mini gratification moléculaire qui, dispensée à intervalles irréguliers, crée un goût de reviens-y. Depuis 1996, l'art de nous retenir a même été érigé en science. Voici la captologie, ou l'étude des technologies persuasives. Son inventeur, B.G. Fogg, publie en 2003 un ouvrage nommé Persuasive Technology Using Computers to Change What We Think and Do. Utiliser les ordinateurs pour changer ce que nous pensons et faisons. Tout est dit. Le chercheur, surnommé depuis le faiseur de milliardaires, se targue de concevoir des interfaces capables de nous amener à modifier nos comportements en s'appuyant sur nos faiblesses psychologiques. Voilà. Ce qu'il est en train de dire, et qui est ma deuxième partie, c'est que de cette interface qu'on utilise pour agir avec les autres, agir vers les autres, ou quelquefois juste garder des images, mais un objet qui est bien plus qu'un téléphone, évidemment. La possibilité depuis 2000 et Internet, mais l'augmentation avec les réseaux qui vont beaucoup plus vite, la 4G, la 5G, c'est un enjeu de communication forte, va entraîner l'envie de passer du temps dessus. Passer du temps, pas seulement parce qu'on s'ennuie, mais parce que par affinité, on va me proposer des choses qui correspondent à ce que j'aime, voire, plus intéressant, par affinité, me proposer des choses qui m'énervent ou qui me font réagir. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi, voilà, tout ça se fabrique. Et parce que cette attention-là, ce temps passé sur les interfaces vont permettre des placements de publicité ou des placements de connexion et donc de publicité. Ce qu'il dit là, et qui est la deuxième partie, c'est que cette science de captologie, elle va s'appuyer sur des recherches sur les neurones et sur la compréhension du cerveau. Et c'est de ça dont il faudrait qu'on parle un petit peu, parce que je suis parti du fait que mon identité, alors les ados sont plus marqués par ça, c'est pour ça que la surveillance de ce qu'ils font est un peu importante, va être transformée. J'ai dit, c'est un effet dans l'autre sens. On change notre façon d'agir avec les autres et cette interface change ma façon d'agir. Là, on va entrer dans quelque chose de plus technique, entre guillemets, c'est qu'il y a des gens qui cherchent et qui sont très créatifs sur la façon de créer cette captation. Exemple, le pull to refresh, ce geste consistant à caresser son écran de haut en bas pour actualiser le contenu. Sous ces airs anodins, le mécanisme fait appel à un biais comportemental bien connu et utilisé depuis plus d'un siècle par les machines à sous. De l'utile au futile, de l'indignation au ridicule, vous ne saurez jamais ce que ce refresh va vous offrir. Et ça tombe bien, l'incertitude crée la compulsion et l'addiction. Voilà, c'est un petit geste qui fait que vous faites comme ça pour voir où ça en est, en fait, pour rafraîchir ce qui se passe. Et donc pour avoir du nouveau. Vous vous doutez que l'enjeu, c'est que s'il y a à chaque fois du nouveau qui vous fait réagir, ou de l'incertain, et surtout que ce nouveau ne s'arrête jamais, c'est un coup à rester un peu longtemps. Que ce soit parce que vous aimeriez la pétanque au Pays Basque, tout le monde peut avoir, ou des chaînes météo bretonnes. C'est quand même l'occasion d'être complètement addict, puisque toutes les minutes, le temps change. Ce qu'il dit qui a été étudié depuis longtemps, c'est que dans les machines à sous, vous avez le bras qui descend, la possibilité de presque y être encore que, la possibilité de recevoir une gratification avec de l'argent pour vous faire en sorte que vous soyez là longtemps. Le loto est un peu pareil, il faut quand même gagner de temps en temps. C'est bien pour ça qu'on ne fait pas que perdre son argent en une fois. Il murmure à notre oreille « Allez, la prochaine fois, c'est la bonne !» Mais ne soyons pas ingrats. Sous ces boutons et ces interactions, tout est prévu pour nous, pour que ces interfaces soient faciles, rapides et confortables. Ou pas. Certaines sont même pensées nativement pour jouer contre l'utilisateur ou l'utilisatrice. Ce sont les dark patterns ou les designs obscurs. Mais si, vous les connaissez déjà. Une assurance annulation glissée par défaut dans le panier, un bouton annulé quasiment indécelable ou le très classique passage au payant sans avertissement suite à un essai gratuit. Là, il est en train de décrire une déviance du procédé, c'est-à-dire des petites choses ajoutées, un peu comme le truc sur votre contrat qui est en tout petit, que de toute façon, tu ne comprenais pas. Il veut dire par là que notre attitude fait qu'on est continuellement autour de la pratique et de l'intérêt, mais qu'en plus se cachent des petites choses qui sont derrière et qui s'appuient sur ces recherches sur le cerveau. Comment est-ce que cette addiction va arriver ? Il le dit tout de suite.
change sur Facebook et YouTube et nous clamons la nouvelle sur Twitter. L'omniprésence des réseaux sociaux en font des points de passage obligés pour communiquer avec nos pairs. Leur botte secrète est là. Ils ont parfait l'art de monétiser nos liens sociaux et donc de maximiser notre temps passé en ligne. La publicité ciblée représente 98% des 40 milliards de revenus de Facebook, 86% des 110 milliards de Google. Publicité ciblée, c'est évidemment plus intéressant de proposer des bottes à des Bretons. Parce que c'est l'occasion. Ils m'ont rien fait. Ils peuvent acheter des slips fantaisie aussi, mais c'est avoir des intérêts croisés. Plus on a, vous savez très bien qu'un papier anonyme dans votre boîte à lettres va être jeté à la poubelle, mais s'il est un peu ciblé en fonction de vos intérêts, il y a quand même moyen de garder le papier dans votre boîte à lettres. Ce qu'il finit de préciser là, c'est que cette publicité ciblée, qui est l'enjeu de la publicité d'aujourd'hui, s'appuie sur notre fréquentation des réseaux, mais nos goûts aussi, et va pouvoir les solliciter. Et puis, je voudrais finir sur ce petit extrait parce qu'il précise quand même que régulièrement, les créateurs de contenu annoncent qu'ils font un mea culpa, qu'il faut un Internet un peu plus calme, un peu plus organisé, un peu plus structuré. C'est pas tout à fait vrai. Scroll Infini, c'est une invention d'un autre designer qui, depuis justement, a fait un mea culpa. C'est-à-dire que quand vous faites avancer votre page, sur Facebook c'est particulier, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Alors qu'on peut imaginer, si vous lisez Le Monde, c'est déjà un gros boulot, même en une journée. Hein. Et même si tu veux le feuilleter, juste lire les titres, il y en a bien pour une petite heure. Hein. Même vite fait que les chapeaux, ça s'arrête. Le papier est fini. Si vous scrollez, c'est le faire défiler, et que ça ne s'arrête jamais, et qu'on fait en sorte que soit ça vous énerve, soit ça vous intéresse, soit ça soit crasé avec ce que vous faites, c'est un système d'addiction très, très puissant. Puisque il n'y a pas de fin, en fait. Et chacune de ces minutes volées constitueront du temps en moins pour penser, créer, réinventer. Voilà. C'est une émission un peu politique, toujours, de dire, voilà, tant qu'on est en train de regarder ça et d'être capté par ce qu'il y a à faire, on n'a pas le temps de se causer et de réagir les uns avec les autres. Donc, B.J. Fogg a écrit ce livre sur la capnologie. On est, je le disais, les premiers articles sont en 98 et le livre Persuasive Computer, c'est 2013. Ça commence à... Oui, c'est récent, mais c'est vieux. Ce qui est intéressant, c'est que la philosophie, c'est pas tant que ça intéressé à ça, puisque c'est plutôt des sociologues, c'est plutôt des gens du côté de l'usage, en fait, c'est pas du côté de la théorie. C'est plutôt comment on se comporte, comment on interagit les uns avec les autres, et qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, pour vous intriguer, ces principes d'algorithme, ils sont analysés assez facilement. Il y a un autre petit brut qui est assez étonnant et édifiant. Ah, ça suffit, hein! Encore? Ah, j'en ai vraiment marre, ça suffit maintenant! Ça fait une dizaine d'années à peu près que dans les services clientèle, donc quand vous téléphonez pour vous plaindre de quelque chose ou pour demander un renseignement, si vous avez une voix qui est détectée par les algorithmes, donc par les machines, plus colérique qu'une autre personne, eh bien vous allez être prioritisé, c'est-à-dire que vous allez passer devant cette personne. Ah, donc il faut plutôt crier quand on appelle c'est un conseil qu'on peut donner, ouais. Voilà, ce qui fait que la reconnaissance des voix, l'analyse par l'algorithme va aider le conseil, orienter le conseil, envoyer des gens vers de la gestion d'autres choses. C'est pour ça que le rapport identité-réseau, il n'est pas juste de s'admirer et puis de diffuser, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une petite touche supplémentaire.
votre cas, on a eu beaucoup de neutralité au début du film, donc c'est tout ce que vous avez en gris ici. Mais à partir du moment où le ton humoristique a été mis en place dans la publicité, vous êtes, vous, personnellement, ça sera peut-être différent sur d'autres participants, quasiment en saturation dans l'émotion positive, ce qui est particulièrement intéressant et particulièrement apprécié par les marques. On dit qu'en général, avoir des émotions positives, de la joie sur les dernières secondes, c'est un gage d'amélioration de la mémorisation du message entre 2 et 2,5 fois. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ces méthodes sont beaucoup plus pures, sont beaucoup plus dans l'observation, elles sont moins dans ce qu'on appelle le déclaratif des consommateurs, et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est manifesté de façon non verbalisée par les consommateurs, parce que ça aura un intérêt, une véracité beaucoup plus important. Vous comprenez que quand on vous demande dans la rue si vous aimez les yaourts, c'est pas pareil que si on a la réaction de vous en train de manger un yaourt. Et capté. C'est-à-dire que c'est un peu paranoïaque de le savoir, et c'est un peu normal que les marques s'y intéressent. C'est-à-dire que même la colère, même des émotions qui ne sont pas une réaction avec un texte, pas une réaction avec une image, vont être analysées. J'en finis presque avec M. Sadin, dont vous vous souvenez peut-être qu'il a écrit, je disais, en 2005, L'humanité augmentée. C'est vraiment le philosophe qui s'intéresse le plus à ces sujets. Et puis, d'année en année, il est en train de fabriquer un corpus, il est français, qui est absolument passionnant. Il a écrit L'intelligence artificielle, cette espèce de, entre guillemets, d'arnaque, d'enjeu qui fait envie à tout le monde, qui fait qu'on investit beaucoup d'argent dans ce qu'on vient de voir là notamment, c'est-à-dire dans des choses qui vont permettre de la captation d'attention et pour lui de la manipulation. Il parle justement de cette l'ère de l'individu tyran, ça s'est sorti en 2020, c'est-à-dire de quelle façon je vais pouvoir, aujourd'hui, si un resto ne me plaît pas, si je n'ai pas été bien servi, aller sur Google et mettre un commentaire de salopard en disant c'est des nuls, je déteste. Et le restaurateur, s'il n'est pas lui-même connecté ou s'il n'a pas moyen il n'y a pas toujours moyen de supprimer le commentaire, ou si on est plusieurs à être groupés sur le sujet. Je me suis retrouvé dans un resto où le serveur, qu'on a beaucoup apprécié, a dit plutôt qu'un pourboire, je préfère, comme je suis le gérant, que vous mettiez des commentaires élogieux sur Internet, ce qui coûte moins cher qu'un pourboire, quoique ça prend du temps. Ce qui veut dire que le système d'aller et retour entre les consommateurs, si on parle d'individus tyrans, c'est que chacun à son échelle peut aussi interagir. Entre qui est la dinde qui va être mangée, c'est pas si simple que ça. Tout le monde peut attirer tout le monde. Ce que dit Éric Sadin, qui m'intéresse de développer, il est interviewé, là, ce sont des émissions qui sont assez longues, ça dure 1h30, qui s'appelle Thinkerview, qui invite, c'est la télé de demain, c'est des gens qui sont groupés en institutions indépendantes et qui invitent qui veulent. Les spectateurs font des dons. C'est grâce à ça qu'ils continuent à avancer, avec des émissions qui sont souvent justement avec des sociologues, des chercheurs. Voilà, Éric Sadin. Il est stylé. Dans les fringues, il est très fort. Si un jour il me voit en vidéo, je lui dis bravo. Il a sorti donc les livres que je viens de vous citer et interviewé ici, pouf, 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 on y arrive. Il est en train d'écrire, et c'est là-dessus que je voudrais finir, parce que finalement, cette conférence, c'était une amorce sur le rapport de l'identité et des réseaux. C'est des sujets qui sont peu travaillés, mais qu'il va falloir regarder de près. Je vous disais qu'on l'analyse sur la pratique d'anorexie, c'est-à-dire de quelle façon des gamins qui ont des addictions vont non pas avoir une addiction de plus avec des réseaux, mais justement dans des blogs pouvoir partager des choses et se donner des conseils plus sympas. Comment Casilli analyse un sujet encore plus inattendu, les trolls, c'est-à-dire les gens qui se connectent sur des conversations et qui foutent la merde, qui disent non, c'est nul, qui font de la provoque à 2 balles, qui fait que Hitler est convoqué dans les 30 secondes et que tout le monde va se foutre sur la gueule en 40 secondes. Alors, il s'intéresse à ces sujets-là, c'est-à-dire est-ce que les gens qui font ça sont juste des gens qui s'ennuient, qui sont là pour foutre la merde, mais de quelle façon cette attitude est une attitude sociale, c'est-à-dire de quelle façon c'est une interaction de soi pour exister avec les autres, mais pas seulement. Ce qui me fait... on va pas le faire comme ça. Ce qui me fait aller un peu plus vite sur ce que dit Éric Sadin, c'est qu'il va dire de quelle façon, puisqu'il est un penseur, de quelle façon finalement l'humain est simplifié à un contexte de données, et que le problème, il est plutôt dans cet espace-là, en fait. Ce n'est pas seulement qu'on soit sur des réseaux, qu'on soit addict, c'est le fait que
le modèle de pensée pour ces réseaux-là, c'est un modèle qui est assez pauvre. On va l'écouter, il parle mieux que moi. Là. Système qui, une fois de plus, est développé par des ingénieurs, des codeurs, des programmeurs, des mathématiciens, dont Yann Lequin, ce modèle neuronal, qui ne relève absolument, dont il n'y a aucun spécialiste des sciences du cerveau. Il est en train de dire que le modèle de l'intelligence artificielle, le modèle intellectuel, c'est un modèle qui copie le cerveau. On dit l'ordinateur, c'est un cerveau. Et il dit c'est une grosse connerie. Ça, c'est moi qui le dis, parce qu'il ne le dit pas vulgairement comme ça. C'est une grosse connerie parce que c'est une sorte de fantasme que notre cerveau est tellement génial qu'un ordinateur pourra le faire tout autant. Et pour résumer très fort ce qu'il dit, pourquoi est-ce que c'est une connerie? C'est parce que ça donne l'impression que tout ça, ce sont des données qui sont rangées et que notre cerveau ne serait que ça. Il y a évidemment une donnée, pour faire court, intuitive. Tu sens que ça craint, tu sens qu'il y a du danger, tu mets en connexion deux trucs, c'est-à-dire un mec avec une tête patibulaire plus tes baskets neuves à tes pieds, égale courir. Ce n'est pas des rangements de catégories, c'est d'un seul coup, il y a un truc qui s'est passé. Ou dame qui est toute seule à sa chaise, qui danse pas de slow, égale se lever. Des trucs de connexion. Et ce qu'il est en train de décrire, c'est que le modèle de rangement mathématique qui est appliqué à l'ordinateur en pensant que c'est une copie du cerveau est faux. Donc c'est un modèle neuronal extrêmement lacunaire. C'est une idée du cerveau fondée sur des structures connexionnistes, fondée sur... alors aujourd'hui, il y a des termes très enjoliveurs de la technique. Hein. Il y a tout un neurolexique qui s'est développé, de puces synaptiques, de processeurs neuronaux. Donc il faut voir. Qu'est-ce que ça cache, intelligence artificielle? Qu'est-ce que intelligence artificielle? Les termes, les discours, le langage. Qu'est-ce que ça cache, cela? Ou qu'est-ce que ça porte plutôt que cacher? Ça porte un modèle de société où toutes les affaires... C'est très important ce que je dis là, très important, qui est en lien avec tout ce qu'on dit depuis le début. Ça cache la volonté d'ériger un modèle de société fondé sur continuellement l'extrême réactivité du cerveau, la structuration des affaires humaines à l'intérieur d'une organisation connexionniste des choses. Quand il dit connexionniste, c'est que tout le monde est connecté à tout le monde, en continu, sans jamais s'arrêter. Ce qui est exactement ce que je viens de vous montrer, ce qui se passe. Mais il dit c'est ce modèle d'efficacité technique et d'efficacité donc économique qu'on nous plaque sur le dos avec ces machines, mais qu'on nous plaque comme modèle intellectuel en disant un cerveau, ça fonctionne comme ça. Et lui, il dit c'est faux. C'est juste que c'est un discours idéologique qui fait qu'avec le temps, on dit « Ah ouais, ça doit être comme ça qu'il faut faire, il faut être en interaction continuelle. » Et c'est ça qui m'intéresse. Ce que je trouve intéressant dans le passage deuxièmement, c'est qu'il analyse juste les mots. Il dit « Voilà, intelligence artificielle. » Ça laisse entendre que c'est de l'intelligence. Alors que l'intelligence, c'est la capacité de discerner, de dire « Non, ça, je ne le fais pas. Non, ça craint. » Un modèle vitaliste où les choses fonctionnent continuellement et sans arrêt. Voilà, un modèle vitaliste, c'est-à-dire le monde serait sans arrêt, continuellement, il n'y aurait pas de repos. Et le simple fait, il dit des choses qui ont l'air toutes simples, mais qui ont un impact intellectuel fort, c'est-à-dire le fait que le monde serait en continu, une sorte de fête où on aurait des tas de trucs à faire tout le temps, des tas de trucs à regarder, et la pile sur votre table de chevet, comment on dit, c'est 1000 livres à avoir lu avant de mourir. C'est déjà, même lire un livre, il faut le finir quand même. Puis voilà, si c'est des nouvelles, c'est quand même plus facile. Les 1000 voyages à avoir fait, ou enfin les 100 si vous voulez, les 100 villes à voir en France ou dans le monde, voilà, tout un tas de systèmes qui fait qu'on a de l'appétit, que ça excite notre appétit continuellement, et que, posés à plat, vont fabriquer tout autant de frustration que de plaisir. Mais dans un modèle qui fait que vitaliste, c'est-à-dire c'est la vie qui prime et ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Un modèle de perfection de l'organisation de l'information et de l'appréhension du réel. Voilà. Deuxièmement, il faut que l'organisation, ce soit clac, 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 tout va bien, aucun accroc, aucune différence. Si je prends un exemple très inattendu, mais alors tout à fait communiste, à une certaine époque, dans le village, le pauvre d'esprit, il ramasse les feuilles. Voilà, le type qui est un peu lent, ouais, il fait 3 fois moins vite que tout le monde, mais on lui donne un boulot. Et 2, c'est pas plus mal qu'il aille doucement parce qu'on n'est pas obligé d'aller vite. Et que le mettre de côté en pensant qu'il n'est pas rentable, ce n'est pas forcément le plus intelligent. Il va aussi être une présence dans la rue, il va interagir avec d'autres gens, il va parler avec d'autres gens. Ce modèle-là de dire
Et si on prenait autre chose que l'efficacité, on est en train de le perdre. Ce qu'il est en train de dire là, tout est connecté continuellement, tout est rentable et tout est très bien organisé. Et surtout, c'est une sorte de fantasme de fluidité. Il faut que ça aille très, très vite. Et c'est ces personnes qui développent des systèmes fondés sur, supposés fondés de façon extrêmement lacunaire sur nos cerveaux humains, eh bien, véhiculent ce modèle de société ultra réactif, continuellement dynamique. C'est pour ça que le terme intelligence artificielle, il s'agirait aussi de le remettre en question, de voir que nous n'avons en aucune manière, affaire à une intelligence artificielle, mais nous avons affaire à un mode de rationalité. C'est ce que j'ai analysé dans mon livre. Un mode de rationalité, c'est-à-dire l'organisation technique rangée, efficace, fluide, et le mode qui nous est plaqué dessus, qui se retrouve dans les machines en question et qu'il faut. Si on le dit avec un autre terme, c'est plus court là, il appelle ça du réductionnisme, c'est-à-dire on réduit le monde pour qu'il rentre dans des petites cases. Vous allez pouvoir framer ce week-end. Captologie, réductionnisme, intelligence artificielle, c'est quand même pas cher, 5 €. Revenez. L'intuition humaine pour toi? L'intention. Il est en train de lui dire, il le taquine, c'est quoi l'intuition humaine pour toi? C'est-à-dire l'intelligence artificielle, ça n'a pas d'intuition. Il va lui jeter une petite vanne en disant, est-ce que l'intelligence artificielle, ce serait de la donnée, du data que tu n'arrives pas à analyser? C'est-à-dire, ce serait une donnée que tu n'aurais pas. Et il va lui botter le cul. Humaine, ce sont des... La big data que tu ne comprends pas? Non, l'intuition humaine, c'est des quantités de dimensions dont nous sommes dotés, dont nous sommes pourvus, qui échappent à la catégorisation. Et voilà, ça échappe à la catégorisation. On ne peut pas le ranger dans des catégories, parce que justement, ça passe en dessous, ça passe au-dessus, ça va plus lentement. Et donc, ce jeu de réaction et d'inter-réaction continue, il est une façon de réduire tout ce système d'hypothèses. C'est cette intuition humaine qui est appelée de plus en plus à être éradiquée au profit de systèmes qui sont réductionnistes, qui ont une appréhension réductionniste du réel. Car on ne peut pas tout réduire à des données, et ces systèmes réductionnistes vont encadrer l'action humaine. Car c'est aussi une vision non seulement, on en a parlé, utilitariste du monde, où chaque interprétation de situation doit faire l'objet d'une action. Une vision utilitariste, c'est-à-dire chaque chose doit avoir une réponse. Il n'y a pas de truc gratuit. Ce qui fait que les artistes connaissent ces sujets-là. Hein. Ils font des trucs gratuits qui ne servent à rien et dont on se rendra compte un jour que ça ne sert à rien ou que c'était une intuition intéressante. Et ils font les choses à l'envers pour cette raison-là aussi. Que ça soit, pour prendre un exemple très ancien, quand Charlie Chaplin se gratte le nez sur la chaîne de montage, il fout le bordel dans la chaîne de montage parce que ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il a perdu quelque chose de ce système réductionniste. Chaque action doit faire l'objet, chaque interprétation doit faire l'objet d'une action en conséquence. C'est ça que je nomme l'utilitarisme. Soit une opération marchande. Un exemple. Voilà, l'enjeu de ce qu'il raconte là, dans cette l'intelligence artificielle anatomie d'un anti-humanisme radical, c'est que le système n'est pas fait pour les humains. Il est là pour réduire l'humain à une réaction-action, et cette captologie en est un symbole. Vous arrivez bien, on termine. Qu'est-ce qu'il analyse qui est intéressant? J'ai dit, je n'aurai pas le temps de le développer, c'est Antonio Casilli, là c'est Dominique Cardon, qu'on a vu tout à l'heure. Quelle sociabilité au travers du numérique, c'est-à-dire comment les gens vont interagir les uns avec les autres. On en reparlera, je ferai un deuxième là-dessus. Dominique Cardon, vous le voyez, qui dirige une thèse sur le troll, le fait qu'il y ait des gens qui viennent foutre le bordel dans les réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Est-ce que ça peut être un moyen d'action? Est-ce que ça peut être un moyen d'interagir? Alors, quand tu es avec des copains en train de discuter, qu'il y a un mec qui vient t'emmerder, c'est embêtant. Quand c'est au sein d'une dictature et que tu diffuses des images, c'est intéressant. Voilà, c'est la même chose dans le débat public. Est-ce que ça peut permettre de... Voilà, un des enjeux qui sera développé sur la possibilité... Antonio Casilli fait une sociologie du troll, ça va intéresser mon copain Cabrero. On a des façons d'interagir, le troll pur, le troll hybride, le troll revendicatif, c'est-à-dire il y en a qui foutent le bordel mais parce qu'ils ont quelque chose à raconter politiquement et qui ne veulent pas être dans le moule, il y en a qui font ça pour le plaisir. La deuxième chose que je n'aurai pas le temps de développer, vous allez me dire c'est bizarre, c'est la façon dont les troubles alimentaires et les réseaux sociaux peuvent interagir, c'est ce que je disais en tout début. Casilli s'est aussi intéressé avec Tuaro
au fait qu'on pourrait penser dans un premier temps que l'anorexie, qui est un dysfonctionnement alimentaire, est valorisée par les réseaux sociaux avec toutes ces images de mannequins qui sont à la fois des mannequins truqués, c'est-à-dire ils sont 2 fois truqués, leur régime alimentaire est truqué, c'est quand même des conditions de vie qui ne sont pas commodes, mais aussi truqués parce que les photos sont retouchées. Vous savez que cela a un impact immense sur la santé et l'image de soi de tas de gamines, on va dire ça comme ça, de gamins aussi. Et Kazili prend le contre-pied. Il dit, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle pro-ANA, c'est-à-dire lié à l'anorexie ou à la boulimie, est-ce que c'est ces sites Internet qui permettent de relier les gens entre eux, qui donc sont hors du système médical, qui sont hors du système des hôpitaux, qui, à première vue, avec tout ce que je vous ai raconté, on va dire, vu que c'est des gens qui le font, ça va être des conneries. Vu que c'est sur Internet, c'est des conneries. Vu que c'est des gens entre eux, ça ne va pas être contrôlé. Et là où Kazili, à mon avis, est en avance sur beaucoup de recherches, c'est qu'il dit, en fait, il y a aussi de la bienveillance dans la façon dont les gens se donnent des conseils. Ils vont témoigner à la première personne de la façon dont ils ont essayé de dépasser leurs difficultés, voire qu'ils ne les ont pas dépassées. Et le fait justement qu'il n'y ait pas de médecins, de savants, ça va changer la parole. C'est la possibilité qu'il y ait des gens qui racontent n'importe quoi, mais c'est aussi un mode de discussion qui n'est pas à la hauteur d'être avec un médecin ou d'être avec un sachant, et donc toi, plus petit. Ça, c'est intéressant comme tout, c'est-à-dire on peut découvrir que sur des pratiques Internet qui ont l'air d'être dérivantes, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas rentrées dans le moule, l'anorexie, c'est pas rien, le troll pour détourner des conversations, tout ça pourrait être transformé. Alors, pour finir, dans ce même émission Data Gueule, non pas une chercheuse qui s'appelle Annie Gigaudian, qu'on va écouter tout de suite, sur la façon dont, c'est ça l'étape qui me sert de conclusion, de phrase de conclusion, c'est on sait que les réseaux peuvent être nuisibles, on sait qu'ils captent notre attention, et il y a quand même une difficulté à s'en séparer, parce que c'est quand même pas un petit enjeu, puisqu'ils nous apportent autant qu'ils nous retirent. C'est ça la définition d'une aliénation. Si c'était simplement chiant, ça serait facile à disparaître. Nous sommes au 21e siècle et vous regardez cet épisode sur une usine à addiction. Gigaudian, je travaille chez Framasoft où je suis chargée de relations publiques. Pour les personnes qui utilisent aujourd'hui des réseaux sociaux traditionnels ou des plateformes proposées par les géants du web de façon générale, la première étape pour du coup passer aux alternatives, c'est de toute façon qu'ils comprennent ce qui leur arrive quand ils utilisent ces outils. C'est impossible de faire migrer quelqu'un sur un réseau social alternatif si la personne n'a pas conscience finalement de ce qui se passe quand elle utilise cet outil. Donc il y a un énorme travail de médiation à réaliser pour montrer que tel outil nous utilise, capte notre attention, capte nos données, etc. Une fois qu'on a réussi... Premièrement, un enjeu d'école, c'est-à-dire une formation rapide, c'est dans vos programmes, au collège, au lycée, puisque c'est quand même plus on informera qu'il faut faire gaffe à son information et à la croisée, moins on aura de dérives et d'influences tordues. Par contre, moi je suis prof, alors je peux le dire à mes collègues lointains, c'est pas évident d'être au taquet de la nouveauté et de la réflexion, parce que ça vient d'arriver depuis 2013, les recherches. Ça va très 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 vite. Si à montrer que tout ça, ça fonctionne pas, il y a un temps souvent très long de digestion, de se dire, ok, j'utilise des trucs qui sont pas bien. Voilà. Et c'est l'étape dans laquelle sont la majorité des gens aujourd'hui. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui savent vraiment pas et qui savent pas en détail, en tout cas, pourquoi Facebook ou pourquoi Google, c'est pas terrible, ils savent que c'est pas terrible. Mais ça prend énormément de temps de se dire, ok, c'est pas terrible, mais quand même c'est pratique. Et donc comment je vais faire pour en sortir ? Voilà. Quelles sont les stratégies que je vais pouvoir mettre en place ? Voilà. Comment je vais être accompagnée pour arriver à sortir de ces outils ? Je pense dans les alternatives aux réseaux sociaux traditionnels, on va avoir 2 réseaux sociaux aujourd'hui alternatifs, à savoir Mastodon qui est l'alternative à Twitter et Diaspora qui est l'alternative à Facebook. Ces logiciels ont été développés par des communautés, bien sûr sous licence libre, ce qui veut dire que tout le monde peut accéder au code, peut à la rigueur le modifier, y ajouter des éléments, enfin voilà, on est dans un travail collectif. Et la structuration du logiciel fait qu'on n'est pas dans une captation permanente. Ce qui fait qu'on peut en sortir aussi très vite. Voilà, c'est relativement pratique. On va y voir ce qu'on a à y voir, mais voilà, on n'est pas enfermé en fait par la plateforme. Vous vous rendez compte que l'enjeu politique, c'est celui-là. C'est-à-dire que la captologie est tellement efficace que faire un réseau alternatif
Le risque, c'est qu'il n'y ait pas grand monde et que tu n'aies pas de potes, puisqu'ils sont tous sur l'autre. Donc, il faut migrer sur un truc qui intéresse personne, donc tu es un ringard. Mais que l'enjeu, c'est celui, tout simplement, que ce ne soit pas orienté de façon marchande en continu. Et j'ai vraiment dit que c'était la fin. Qu'est-ce qu'elle dit qui est possible de transformer? Utilisable par n'importe qui, c'est-à-dire qu'on le met à disposition du coup de n'importe qui, mais surtout que le code du logiciel soit public. Et l'intérêt, c'est que le code étant public, n'importe qui peut aller le consulter. Alors, la solution, entre guillemets, de la façon de pouvoir sortir de cette attention continuelle, c'est de faire des solutions alternatives qui soient prises en main par tout le monde. Alors, elle va le dire, hein, c'est pas qu'elle sache elle-même pouvoir regarder le code, mais le simple fait qu'il soit ouvert et qu'il n'appartienne pas qu'à quelques-uns, c'est la possibilité au moins de pouvoir le réguler. Alors bon, n'importe qui, moi je suis pas codeuse, je peux consulter le code, ça va pas beaucoup m'aider. Hein. Voilà. En revanche, je fais confiance à la communauté des gens qui ont cette compétence de pouvoir lire du code pour auditer, entre guillemets, un logiciel et faire des retours. C'est-à-dire que si dans ce logiciel, il y a des contenus qui sont problématiques, qui vont pas dans le sens de l'éthique, eh bien, je vais avoir un retour du coup de la part des personnes qui ont la compétence de pouvoir lire ce code, qui vont rendre public bien sûr cette analyse et qui vont du coup faire évoluer par la discussion au sein donc de ces espaces de publication du code, du coup pour faire évoluer les logiciels normalement dans la bonne voie. Et... Parce qu'il y a un enjeu qui est compliqué, qui est derrière, c'est qu'à partir du moment où c'est une discussion collective de qu'est-ce qui est bien, il faut aussi être d'accord avec le collectif. C'est quand même mieux d'avoir une concierge que d'avoir un code barre, d'un code d'accès. Enfin, la concierge, c'est aussi celle qui me balance aux flics quand je rentre un peu bourré le soir. C'est-à-dire que le contrôle, il existe de toute façon. Le simple fait que ça soit collectif permet d'éviter cette captation privée. Et à mon avis, l'enjeu politique, il est là. C'est-à-dire qu'un espace politique, un pouvoir politique de police devrait se prendre en charge ces questions-là. Elles sont très importantes et graves, en fait, puisqu'on donne accès à nos données de façon très, très simple et très transparente, en fait, sans frein et sans tout à fait grosse connaissance de ce qui nous arrive. Elles impactent notre façon de jouer, de nous prendre en photo, de diffuser qui on est. Elles changent nos intérieurs, elles changent nos façons de circuler. Vous connaissez les petits trajets de Waze qui fait passer des camions par des villageounais qui étaient très mignons avant. Voilà, tout un tas de systèmes qui par la quantité non contrôlée, ce n'est pas quelqu'un qui l'a décidé, pas besoin d'être parano, il n'y a pas d'organisation pensée, c'est des rapports de force et de ressemblance aussi, de valorisation qui fait qu'on va aller vers ça ou pas. Ça existait toujours. Ce qui a changé avec le système des réseaux sociaux, c'est la quantité de données qui est échangée, la vitesse à laquelle elle va se donner. Et je reviens à mon Cristiano Ronaldo, l'impossibilité en temps réel de le filtrer. À moins, et c'est impossible techniquement et pas souhaitable moralement, de faire une sorte de pré-censure. C'est impossible pour deux raisons. C'est comme ça qu'on a inventé l'argot. Si chaque fois que je dis cocaïne, le logiciel bloque, il suffit qu'on dise chaussettes et on s'en sort très bien. Et qu'entre nous, on change de code régulièrement. Mais deuxièmement, si je m'appelle Eric Clapton et que je chante cocaïne, si la chanson est interdite parce qu'on croit on va se retrouver avec un système de censure, de pré-censure. C'est impossible à organiser techniquement en amont. C'est un système collectif de surveillance et de rapprochement continu. Ce qui fait que l'enjeu de l'identité et des réseaux, il est toujours ce passage du tout seul à l'ensemble du monde. Et voilà pour aujourd'hui.